qu'est-ce qui fait un héros? Et qu'est-ce qui fait un tyran? Quand on parle de Cao Cao, l'un des personnages les plus complexes et, disons-le, controversés de l'histoire chinoise, la réponse est loin d'être simple. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a constamment navigué entre ces deux extrêmes. D'un côté, on a le stratège brillant, celui qui a réussi à mettre de l'ordre dans un chaos indescriptible. Et de l'autre, on a le politicien impitoyable, prêt à écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Pour comprendre comment une seule personne peut incarner ces deux visages, il faut qu'on plonge au cœur de son époque, une période de guerre civile totale. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On est à la fin du IIe siècle, en Chine. La grande dynastie Han, qui a régné pendant près de 400 ans, est en train de s'effondrer. Partout, c'est la corruption, la famine, les rébellions. Le pays est littéralement en train de se déchirer. C'est dans ce décor apocalyptique que notre histoire commence. Imaginez un peu des centaines de milliers de paysans, à bout, qui se soulèvent dans tout le pays. C'est ce qu'on a appelé la révolte des turbans jaunes. L'empire est complètement dépassé. Et c'est justement dans les ruines de cet empire en train de s'écrouler que des hommes comme Cao Cao vont voir une opportunité en or. Au milieu de ce chaos généralisé, rien que le fait de survivre, c'était déjà un exploit. Mais Cao Cao, lui, a fait beaucoup plus que survivre. Il a prospéré. Voyons un peu comment il est passé de simple officier à seigneur de guerre le plus puissant du nord de la Chine. Bon, il faut dire que Cao Cao ne partait pas de zéro. Sa famille était influente, il a eu une super éducation. Mais ce qui le différenciait vraiment des autres, c'était son ambition démesurée et son flair pour la stratégie. Quand la révolte éclate, il n'y voit pas une menace, mais une chance. Il s'engage dans l'armée et comprend très vite quelque chose d'essentiel que les autres n'ont pas vu venir. Et cette prise de conscience, elle va guider absolument toutes ses décisions. Pendant que ses rivaux se perdent en complot à la cour impériale, Cao Cao, lui, se concentre sur la seule chose qui compte vraiment pour avoir le pouvoir, une armée qui lui est loyale et qui est efficace. Mais voilà, avoir la plus grosse armée, ça ne suffit pas. C'est la manière dont il a gouverné les territoires qu'il a conquis qui nous montre à quel point il était complexe. C'était à la fois un bâtisseur, un visionnaire et un conquérant sans pitié. Et c'est là que Cao Cao se démarque complètement des autres seigneurs de guerre. Ce n'était pas juste une brute, c'était un vrai chef d'État. Il recrutait les meilleurs talents, peu importe d'où ils venaient, et il a lancé de grandes réformes agricoles pour que son armée et son peuple aient toujours à manger. Le résultat ? Pendant que le reste de la Chine sombrait dans la guerre, son territoire à lui est devenu un îlot de stabilité et de prospérité. Mais attention, cette stabilité s'est construite sur une philosophie d'une froideur absolue. Tout est résumé dans cette phrase célèbre qu'on lui attribue « Je préfère trahir le monde plutôt que laisser le monde me trahir ». Ces mots, ils sont clairs. Pour lui, la fin justifiait absolument tous les moyens. Son vrai coup de génie politique, ça a été de sauver le jeune empereur Han. Officiellement, il était son loyal protecteur. Mais en réalité, c'est lui qui tirait toutes les ficelles. En contrôlant l'empereur, il contrôlait la légitimité. Chaque guerre, chaque décret, tout était fait au nom de l'empereur. C'était une manœuvre brillante pour asseoir son pouvoir sans jamais avoir à se proclamer roi lui-même. Une fois tout le nord de la Chine sous sa coupe, Cao Cao n'avait plus qu'un seul objectif, conquérir le sud et enfin réunifier tout l'empire. Il semblait totalement inarrêtable. Mais au sud, deux hommes n'étaient pas de cet avis. Dans le sud, donc, deux autres seigneurs de guerre, Liu Bei et Sun Quan, le voyaient arriver avec une certaine angoisse. Tout seuls, ils n'avaient aucune chance face à l'immense armée de Cao Cao. Leur seule et unique chance de survie, c'était de faire un truc impensable, mettre leur rivalité de côté et former une alliance. La plus grande bataille de l'époque était sur le point de commencer. Et cette confrontation, elle va avoir lieu dans un endroit devenu mythique, la Falaise Rouge. C'est ici que va se jouer l'une des batailles navales les plus célèbres de l'histoire. Une bataille qui va redessiner la carte de la Chine pour des décennies. La flotte de Cao Cao est gigantesque. Il a tellement de navires qu'il les a enchaînés les uns aux autres pour plus de stabilité. Il est sûr de gagner, trop sûr de lui. Mais ses ennemis ont un plan. Ils envoient une petite flotte en prétendant vouloir se rendre. Sauf que ces bateaux sont des brûlots, remplis de matériaux inflammables. Au dernier moment, ils y mettent le feu et les lancent à pleine vitesse sur la flotte de Cao Cao. Le vent s'en mêle et en quelques heures, la plus grande armade à jamais vue se transforme en un immense brasier. C'est une défaite catastrophique, un désastre total. Le rêve de Cao Cao d'unifier la Chine part en fumée à la Falaise Rouge. Il est obligé de battre en retraite vers le nord. Là-bas, son pouvoir reste immense, mais il ne réussira jamais à conquérir le sud. Le pays restera divisé. Après cet échec cuisant, Cao Cao se concentre sur la gestion de son royaume au nord. Et c'est dans cette dernière partie de sa vie qu'on découvre une autre facette de sa personnalité, peut-être la plus surprenante. Son héritage, en fait, ne se limite pas au champ de bataille. Parce que, oui, ce seigneur de guerre, qui préférait trahir le monde, était aussi un poète sensible et talentueux. Dans ses poèmes, il ne parle pas que de guerre, il parle de la vie qui est courte,
du temps qui passe. C'est une facette qui contraste radicalement avec l'image du tyran impitoyable qu'on a de lui. Cao Cao meurt en 220. Il n'aura jamais porté le titre d'empereur, mais il a parfaitement préparé le terrain pour que sa famille aille encore plus loin que lui. Peu de temps après sa mort, c'est son fils, Cao Pi, qui termine le travail. Il force le dernier empereur Han à abdiquer et fonde sa propre dynastie, le royaume de Wei. C'est l'acte de naissance officiel de la fameuse période des 3 royaumes. Alors, on en revient à notre question de départ. Cao Cao au final, génie politique ou tyran sanguinaire? Était-ce un visionnaire qui a ramené l'ordre par la force ou un despote qui a tout écrasé pour son ambition personnelle? La réponse est que c'était sans doute un peu des deux à la fois, et c'est probablement ça qui le rend encore aujourd'hui si fascinant.